Inspiration. Est-ce que vous mentez ? Cette question est simple et n'importe qui pourrait vous la poser. Est-ce que vous mentez ? Aussi absurde qu'elle puisse vous paraître, cette question se pose pourtant très sérieusement. Est-ce que vous mentez ? Répondez-y, essayez, vous allez voir. Ça n'est finalement pas si facile. Est-ce que vous mentez ? Si vous me dites oui, je serais tenté de vous croire, bien sûr. Mais si vous me dites non, il s'agit probablement d'un mensonge. Un petit mensonge, un mensonge futile, vain, insignifiant. Un mensonge de rien du tout, qui n'a pas d'implication fondamentale, qui n'a pas de conséquences, qui n'a rien de grave et encore moins d'horrible. Et pourtant, ce mensonge est là, pesant, marquant, dans la discussion, lourd dans son impact, celui qui pourrait avoir sur votre psyché et sur la gymnastique mentale qu'il vous demanderait si vous souhaitiez le confirmer. Liquoreux peut-être par l'ivresse qu'il vous procurerait, embaumant à coup sûr l'air que vous expireriez. Qu'adviendrait-il maintenant si ce petit mensonge portait sur toute autre chose ? Si ce petit mensonge n'était autre que l'histoire complète, pleine et entière de votre vie. Salut tout le monde, c'est Jules. Vous n'entendrez que ma voix aujourd'hui pour cet épisode 254. Il n'y aura pas de pitch non plus, mais ne vous en faites pas, nous ne changerons pas plus nos habitudes et nous parlerons bien d'un nouvel ouvrage. Comme vous l'aurez compris, l'ouvrage du jour porte en son cœur le concept du mensonge. Ça n'est pas un ouvrage théorique ou pratique, il ne s'agit pas non plus d'un roman à proprement parler, mais plutôt d'une histoire. Une histoire si extraordinaire, dans le sens premier du mot, que l'on peine à y croire. Et pourtant, moi-même, j'ai lu cet ouvrage après en avoir discuté au travail. Je salue d'ailleurs la personne avec qui j'en ai parlé si jamais elle nous écoute. Après avoir échangé sur ce livre, je me suis renseigné un peu plus avant et je me suis demandé si tout cela était réel et pas un peu bidonné. Eh bien non, visiblement non. J'ai donc foncé chez mon libraire et moins de 4 ou 5 jours après l'avoir découvert pour la première fois, je terminais ce récit. Aujourd'hui, je vous parle de l'ouvrage d'Emmanuel Carrère, sorti en 2000. J'ai nommé L'Adversaire. L'Adversaire, comme je l'évoquais, ça n'est pas une fiction. L'Adversaire présente une histoire, une affaire criminelle française qui a défrayé la chronique en janvier 1993 et les années qui s'en sont suivies avec le procès associé. L'histoire qui nous est racontée, plus que contée, est celle de Jean-Claude Roman. Certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers avec ce nom, tant cette histoire paraît invraisemblable. Cet épisode ne contient pas de spoil, ou en français divulgachage comme on dit, ne contient pas de spoil en tant que tel, car toutes les informations que je vais évoquer sont disponibles par ailleurs sur Internet. De plus, comme il ne s'agit pas d'un roman, vous avez déjà l'issue de cette histoire disponible par ailleurs. Le livre, ici, se plonge plutôt sur la compréhension et la narration d'une affaire sans nul autre pareil dans le paysage judiciaire français. Revenons-en quelques instants au mensonge. On le sait, cela nous a souvent été répété, mentir c'est mal, ça n'est pas bien. Il y a plusieurs sortes de mensonges. Nous pouvons citer le mensonge par omission, celui que l'on fait par ignorance de la situation ou au contraire par souhait de ne pas l'envenimer ni la détériorer. Il y a également le mensonge que l'on pourrait qualifier de rieur, moqueur, celui qui plaisante, qui s'accompagne d'une farce. Enfin, nous pouvons aussi citer le mensonge qui se veut pernicieux, celui qui est mauvais, celui qui s'accompagne de volonté, celle de nuire, de blesser, de faire mal. Mais est-ce vraiment ce dernier type de mensonge qui nous pousse au mal, avec un M majuscule ? Dans l'immense majorité des textes religieux, le mensonge est proscrit. Il est considéré comme salissant l'âme et empêchant donc son élévation. Les 10 commandements en sont un exemple parfait. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Mais alors, admettant qu'au-delà de la religion, dans l'absolu, tout le monde ment, peu importe le type de mensonge, qu'est-ce qui pousse à l'extrémité que je vais vous décrire ? Jusqu'où pousse ou peut nous pousser le mensonge ? L'histoire de Jean-Claude Roman, c'est celle d'un tout petit mensonge qui, à mesure du temps qui s'écoule, de la vie qui passe encore,
Tel une bête noire, un monstre obscur, le mensonge se transforme, évolue, change d'aspect, s'alourdit, s'enrichit, s'élargit et se renforce, à tel point que ce mensonge fait de Jean-Claude Roman l'incarnation du mal. Il devient Satan en personne, il devient celui que l'on nomme l'adversaire. Tel un vulgaire ballon de baudruche qui aurait été rempli d'acide, le mensonge explose, de façon sonore, bruyante, et dans sa cacophonie, il éclabousse, ronge et détruit tout sur son passage. L'histoire de Jean-Claude Roman, c'est l'histoire du mensonge qui mènera au meurtre. Bien que dramatique en soi, nous ne parlons pas d'un seul meurtre, mais de plusieurs. Et pour rajouter à l'horreur et à la barbarie, les victimes sont les membres de sa famille que Jean-Claude assassine l'un après l'autre. Il s'agit de sa femme, tuée à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Puis de ses 2 enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans, tous les 2 abattus à la carabine. Il s'agit également de ses 2 parents, et même de leur chien. Histoire peut-être d'effacer littéralement tout ce qu'a pu être sa vie, si jamais elle a été quelque chose. Comme tout un chacun, Jean-Claude Roman a menti. Il a commencé de façon presque banale, en racontant à ses amis, en sortie de boîte de nuit, une pseudo-histoire d'agression. Cela lui a permis sur le moment d'attirer l'attention et la compassion de son groupe d'amis. Cela aurait pu s'arrêter là. Ça n'a pas été le cas. Cet épisode a été la bande-annonce d'une vie de fausseté, d'illusion, de mirage et de tromperie. Jean-Claude Roman est le fils d'une famille modeste. Sa mère est mère au foyer et son père régisseur des forêts ainsi que fermier dans le Jura. Après un baccalauréat en 1971, une orientation logique se présente à lui, celle du métier de son père. Cependant, sa route change, et je vais vous citer Emmanuel Carrère, page 59 de mon édition. Pour passer le concours des eaux et forêts, il a intégré la classe préparatoire d'agro au prestigieux lycée du Parc à Lyon. Et là, cela s'est mal passé. Il parle d'un bizutage tout en reconnaissant qu'il n'était pas méchant. A-t-il été humilié ? Il a réagi en tombant malade. Des sinusites à répétition qui lui ont permis de ne pas retourner à Lyon après les vacances de la Toussaint et de passer le reste de l'année scolaire claquemuré chez ses parents. Ce qu'a été cette année à Clairvaux, il est le seul à pouvoir le dire et ne le dit pas. C'est un blanc dans sa vie. L'hiver, la nuit sont longs dans un village du Jura. On s'y calfeutre, on allume tôt, on surveille la grande rue derrière les rideaux de gaz et le brouillard. Les hommes vont au café, mais lui n'y allait pas. Il sortait peu, ne parlait à personne, sauf à ses parents, qu'il lui fallait entretenir dans l'idée de sa maladie physique, car toute forme de doute ou de mélancolie leur serait apparue comme un caprice. Il était grand, massif, avec un corps doux et mou dont les mensurations étaient déjà celles d'un adulte et la chair celle d'un enfant épouvanté. Sa chambre, qu'il n'avait pas vraiment habitée durant ses années d'internat, restait une chambre d'enfant. Et quelques lignes plus loin, Emmanuel Carrère écrit « On le voulait forestier, il va étudier la médecine ». Outre la possible influence de la population des jeunes bourgeois du lycée du Parc à Lyon, cette réorientation pourrait s'expliquer, toujours selon Emmanuel Carrère, par la présence de Florence, une cousine lointaine, celle qui deviendra la femme de Jean-Claude. Florence est décrite comme quelqu'un de simple. Elle semble, je cite, promise à une vie sans histoire. Elle semblait promise à une vie sans histoire dont un esprit négatif du genre qu'elle ne fréquentait pas aurait jugé la courbe d'avance décourageante. Des études supérieures pas trop poussées, le temps de se trouver un mari solide et chaleureux comme elle, 2 ou 3 beaux enfants qu'on élève dans de fermes principes et une humeur joyeuse. Un pavillon de banlieue résidentielle à la cuisine bien équipée, de grandes fêtes pour Noël et les anniversaires, toutes générations confondues, des amis comme soi. Un train de vie en progression modérée mais constante, puis le départ des enfants, un à un, leur mariage, la chambre de l'aîné qu'on transforme en salon de musique parce qu'on a le temps de se remettre au piano. Le mari prend sa retraite, on n'a pas vu le temps passer, on se met à avoir des moments de cafard, à trouver la maison trop grande, les jours trop longs, les visites des enfants trop rares. On repense à ce type avec qui on a eu une brève aventure, la seule dans les premières années de la quarantaine.
Ça avait été terrible alors, le secret, la griserie, la culpabilité. Par la suite, on a su que le mari aussi avait eu son histoire, qu'il avait même pensé à divorcer. On frissonne à l'approche de l'automne. C'est déjà la Toussaint. Et un jour, après un examen de routine, on apprend qu'on a un cancer et que voilà, c'est fini, dans quelques mois, on sera enterré. Une vie ordinaire, mais elle aurait su y adhérer. L'habiter comme une bonne ménagère, c'est donner de l'âme à la maison et la rendre douce aux siens. Il ne semble pas qu'elle ait jamais rêvé d'autre chose, même en secret, poursuivie de chimères. Peut-être en était-elle protégée par sa foi, qu'on dit profonde. Il n'y avait pas chez elle le moindre bovarisme, la moindre vocation pour les fugues, l'inconséquence, ni bien sûr la tragédie. La tragédie cependant, Florence la connaîtra malgré elle des années plus tard. Jusqu'à présent, ce que je vous ai dit de Jean-Claude, ce sont les actes finaux, le résultat de sa violence. Mais quelles en sont les causes ? Je vous parlais du mensonge. Quels sont les mensonges qui amènent à cette issue ignoble ? Tout commence par la médecine, que j'évoquais un peu plus haut. En se réorientant, Jean-Claude choisit une nouvelle vie. Il veut, peut-être, ce prestige, cette reconnaissance du médecin qui aide, soigne, sauve les malades. La fin de sa seconde année de médecine est sanctionnée par un examen qui décide ou non de la poursuite de son parcours. Jean-Claude Roman ne se présentera pas à cet examen. Pourquoi ? Nous n'avons pas la réponse affirmée. Une chose est certaine cependant, c'est à ce moment que commence à se creuser le puits sans fond des mensonges qui dérapent Jean-Claude. Je cite. Ce genre de mensonge jaillit sans calcul. Une fois lâché, on le regrette. On rêve de pouvoir revenir une minute en arrière, annuler la folie qu'on vient de commettre. Le plus déroutant dans le cas de Roman, c'est d'avoir commis cette folie en 2 temps, comme un usager d'ordinateur qui aurait par mégarde tapé l'annulation d'un fichier précieux, à qui le programme demanderait si vraiment il est sûr de vouloir le détruire, et qui, après avoir mûrement pesé le pour et le contre, taperait quand même la confirmation. Si la puérilité même de son mensonge le rendait inavouable à ses parents, il lui restait la ressource de leur dire qu'il avait été collé. S'il n'osait pas plus leur avouer un échec qu'une dérobade, celle d'aller trouver une autorité universitaire pour lui expliquer son poignet cassé, son accès de déprime et négocier un rattrapage. D'un point de vue rationnel, tout aurait été préférable à ce qu'il a fait. Attendre le jour des résultats et, ce jour-là, annoncer qu'il a réussi, qu'il est admis en 3e année de médecine. Vous comprendrez donc ici que Jean-Claude Roman a préféré le mensonge. Je cite de nouveau, page 77. Comment se serait-il douté qu'il y avait pire que d'être rapidement démasqué ? C'était de ne pas l'être, et que ce mensonge puéril lui ferait 18 ans plus tard massacrer ses parents, Florence et les enfants qu'il n'avait pas encore. N'étant pas admis en 3e année de médecine, comme nous le disions, il va en réalité, Jean-Claude Roman, se réinscrire régulièrement en 2e année, grâce à une faille administrative, et ce jusqu'en 1985. Mieux encore, il révisera régulièrement des examens blancs avec Florence, qui elle s'est réorientée vers la pharmacie. Il a donc fait, sans la faire, sa médecine, mais également sa pharmacie, devant réviser pour paraître crédible bien sûr, et réussissant par là même à bluffer tout son entourage. Par la suite, la vie suit son cours, et Jean-Claude devient prétendument médecin. Mais pas n'importe quel médecin. Il est, qui plus est, chercheur, travaillant dans un premier temps à l'INSERM, mais ensuite à l'OMS. Oui, rien que ça. Jean-Claude Roman, médecin, chercheur pour l'INSERM et l'OMS, parcourant le monde pour des colloques et autres séminaires, donnant des cours à l'université de Dijon, expert sur son domaine très précis, tenant des conversations techniques avec tout un tas de confrères, étant connu et apprécié de ses amis devenus politiques, dont le non peu fameux Bernard Kouchner, médecin, ministre et fondateur de Médecins sans frontières. Il aura bien entendu fait faire un tampon à son nom, le docteur Roman, et il sera abonné aux revues spécialisées. Et tout cela a tenu pendant 18 ans. Oui, vous avez bien entendu, 18 ans. Le lecteur de cet ouvrage d'Emmanuel Carrère se retrouve plongé dans un marécage. Le marécage de mensonges dans lequel l'espace mental de Jean-Claude Roman a dû probablement se voir contraint, comprimé, englué dans ses roulades et autres tours de passe-passe, cet espace mental qui a dû s'adapter pour se souvenir et persister dans une supercherie de haut vol, tout en s'assurant de ne pas sombrer dans des sables mouvants qui s'ouvraient sous ses pieds, et qui auraient pu l'engloutir au moindre faux mouvement. Mais cela a pourtant tenu.
et pendant 18 ans. Bon, tout cela soulève bien sûr énormément de questions. Que faisait-il de ses journées? Aimait-il sa famille? Et surtout, pourquoi tout ça? Pourquoi? Emmanuel Carrère répond partiellement à ces questions, mais il en pose tout un tas d'autres auxquelles seul le lecteur peut espérer trouver une explication plausible, entendable, admissible. Sur le sujet des enfants et de la vie de famille, Emmanuel Carrère écrit, page 90 de mon édition. Il dit « Le côté social était faux, mais le côté affectif était vrai. Il dit qu'il était un faux médecin, mais un vrai mari, et un vrai père, qu'il aimait de tout son cœur sa femme et ses enfants, et qu'eux l'aimaient aussi. Ceux qui les ont connus assurent, même après coup, qu'Antoine et Caroline étaient heureux, confiants, équilibrés. Elle un peu timide, lui franchement bout en train. Sur les photos de classe qui figurent au dossier, on lui voit la bouche fendue par un large sourire auquel manquent des dents de lait. On dit que les enfants savent tout, toujours, qu'on ne peut rien leur cacher, et je suis le premier à le croire. Je regarde encore les photos, je ne sais pas. Page 152, il écrit également. Ça aurait dû être doux et chaud, cette vie de famille. Il croyait que c'était doux et chaud. Mais lui savait que c'était pourri de l'intérieur, que pas un instant, pas un geste, pas même leur sommeil n'échappait à cette pourriture. Elle avait grandi en lui, petit à petit, elle avait tout dévoré de l'intérieur sans que de l'extérieur on voit rien. Et maintenant, il ne restait plus rien d'autre, il n'y avait plus qu'elle qui allait faire éclater la coquille et paraître au grand jour. Ils allaient se retrouver nus, sans défense, dans le froid et l'horreur, et ce serait la seule réalité. C'était déjà, même s'ils ne le savaient pas, la seule réalité. Il entr'ouvrait la porte, sur la pointe des pieds, s'approchait des enfants. Ils dormaient. Il les regardait dormir, il ne pouvait pas leur faire ça. Il ne pouvait pas savoir que c'était lui, leur papa, qui leur faisait ça. Et pour ce qui est des occupations, finalement des journées de Jean-Claude Roman, Emmanuel Carrère apporte également une partie des réponses. Je vous lis le passage à nouveau. Le matin, c'était lui qui conduisait les enfants à l'école Saint-Vincent. Il les accompagnait jusque dans la cour, échangeait quelques mots avec les professeurs ou des mères d'élèves qui donnaient en exemple à leur mari ce père si proche de leurs enfants, puis il prenait la route de Genève. Il y a 2 kilomètres jusqu'au poste frontière que franchissent 2 fois par jour quelques milliers de résidents du pays de Gex travaillant en Suisse. Comme les habitués d'un train de banlieue, ils ont des horaires réguliers, se saluent entre eux et saluent les douaniers qui leur font signe de passer sans contrôle. Beaucoup sont fonctionnaires internationaux et, une fois entrés en ville, au lieu de tourner à droite vers le centre et la gare Cornavin, prennent à gauche, vers le jardin botanique et le quartier résidentiel où se trouvent les sièges de leurs organisations. Ils se mêlaient à ce flux, roulaient à petite allure dans les grandes avenues vertes et calmes et le plus souvent finissaient par se garer sur le parking de l'OMS. Entrés avec un badge de visiteur, une serviette à la main, ils circulaient en habitués de la bibliothèque du rez-de-chaussée aux salles de conférence et au bureau des publications où ils raflaient systématiquement tout ce qui était à la fois imprimé et gratuit. Sa voiture et sa maison débordaient de paperasses portant l'entête ou le tampon de l'organisation. Il usait de tous les services qu'offre celle-ci. Une poste d'où il expédiait son courrier, une banque où il effectuait la plupart de ses retraits, une agence de voyage par l'intermédiaire de laquelle il organisait les vacances familiales, mais ne se risquait pas dans les étages supérieurs où des agents de sécurité auraient pu lui demander ce qu'il cherchait. Est-ce qu'une fois, au moins, profitant d'une heure creuse, il a visité le bureau dont il avait marqué la fenêtre d'une croix sur la photo de l'immeuble offerte à ses parents? Est-ce qu'il a regardé, le front contre la vitre, ce qu'on voyait de cette fenêtre? Est-ce qu'il s'est assis à sa place? Est-ce qu'il a croisé le type qui revenait l'occuper? Est-ce qu'il l'a appelé sur son poste? Il dit que non, qu'il n'y a même pas songé. Sa belle-mère se rappelle qu'un dimanche où toute la famille était allée en Suisse, les enfants ont voulu voir le bureau de papa, et papa consentit au détour. On s'est garé sur le parking, il a montré du doigt à la fenêtre, l'histoire s'arrête là. Les premiers temps, il allait tous les jours à l'OMS, ensuite plus irrégulièrement. Au lieu de la route de Genève, il prenait celle de Gex et d'Yvonne, ou celle de Bellegarde par laquelle on rejoint l'autoroute de Lyon. Il s'arrêtait dans une maison de la presse et achetait une brassée de journaux, quotidiens, magazines, revues scientifiques. Puis, il allait les lire, soit dans un café, il prenait soin d'en changer souvent et de les choisir suffisamment loin de chez lui, soit dans sa voiture. Il se garait sur un parking, sur une aire d'autoroute, et restait là des heures, lisant, prenant des notes, somnolent.
Il déjeunait d'un sandwich et continuait à lire l'après-midi dans un autre café, sur une autre aire de stationnement. Quand ce programme devenait trop monotone, il flânait en ville, à Bourg-en-Bresse, à Bellegarde, à Gex, à Nantua, surtout à Lyon où se trouvaient ses librairies préférées, la Fnac et Flammarion, place Bellecour. D'autres jours, il avait besoin de nature, d'espace et allait dans le Jura. Il suivait la route en lacet qui mène au col de la Faucille où se trouve une auberge appelée le Grand Tétras. Florence et les enfants aimaient y venir le dimanche pour skier et manger des frites. En semaine, il n'y avait personne. Il prenait un verre, marchait dans les bois. Du chemin de Crète se découvre le pays de Gex, le Léman et, par temps clair, les Alpes. Il avait devant lui la plaine civilisée où vivait le docteur Roman et ses pareils. Derrière lui, le pays des combes et des sombres forêts où s'était déroulée son enfance solitaire. Le jeudi, jour de son cours à Dijon, il passait rendre visite à ses parents qui étaient tout heureux de montrer aux voisins leur fils si important, si occupé, mais toujours prêt à un détour pour les embrasser. La vue de son père baissait. Vers la fin, il était presque aveugle et ne pouvait plus aller seul en forêt. Il l'emmenait en le guidant par le bras, l'écoutait parler des arbres, de sa captivité en Allemagne. Au retour, il parcourait avec lui les agendas sur lesquels depuis 40 ans, comme d'autres tiennent un journal intime, Aimé, qui avait été correspondant d'une station météorologique, notait tous les jours les températures minimales et maximales. Enfin, il y avait les voyages, congrès, séminaires, colloques partout dans le monde. Il achetait un guide du pays. Florence lui préparait sa valise. Il partait au volant de sa voiture, qu'il était supposé laisser au parking de Genève-Cointrin. Dans une chambre d'hôtel moderne, souvent près de l'aéroport, il ôtait ses chaussures, s'allongeait sur le lit et restait 3-4 jours à regarder la télévision, les avions qui derrière la vitre décollaient et atterrissaient. Il étudiait le guide touristique pour ne pas se tromper dans les récits qu'il ferait à son retour. Chaque jour, il téléphonait aux siens pour leur dire l'heure qu'il était et le temps qu'il faisait, à Sao Paulo ou Tokyo. Il demandait si tout se passait bien en son absence. Il disait à sa femme, à ses enfants, à ses parents qu'il lui manquait, qu'il pensait à eux, qu'il les embrassait fort. Il n'appelait personne d'autre. Qui aurait-il appelé ? Au bout de quelques jours, il rentrait avec des cadeaux achetés dans une boutique de l'aéroport. On lui faisait fête. Il était fatigué à cause du décalage horaire. Outre les occupations que je viens de vous lire, la question qui est sans doute la plus ardue est celle du pourquoi. Pourquoi tout cela ? Emmanuel Carrère propose et souligne très justement que le mensonge, tel qu'il a pu être employé par Jean-Claude Roman, vise initialement à omettre, couvrir, envelopper une réalité qui serait peu flatteuse. Mais là est tout le désarroi que provoque cette histoire, au-delà de l'effroi et de son ignominie. Jean-Claude Roman n'avait rien à éclipser. Rien. Ces mensonges n'ont fait qu'apporter une masse phénoménale pour écraser un néant, celui de son existence, ce qui en a détruit les principaux protagonistes, alors qu'il aurait pu, qu'il aurait dû, très tôt, stopper la cavalcade qui le menait à l'enfer. Dans le monde du business, des affaires, une phrase est des plus répandues. Fake it until you make it. Faites semblant jusqu'à ce que ça marche. C'est ce qu'a fait Jean-Claude Roman, à outrance. Comme nous le suggère Emmanuel Carrère, peut-être que cette démesure a été le moyen d'occulter la nature profonde de ses actes avant les meurtres que commettait Jean-Claude Roman. Un ensemble d'escroqueries auprès de ses plus proches, de sa famille, qui lui ont permis de vivre, ou plutôt dirais-je, vivoter dans un mirage, une illusion, à laquelle il a peut-être, un instant, cru. Il se rêvait médecin, sauveur de l'humanité, mais n'avait pas le début de l'ingéniosité d'un escroc comme Madoff. Peut-être enfin que, comme le suggère la criminologie, notamment avec la théorie générale de l'attention, que j'évoque dans la leçon numéro 2 sur la criminologie et le loup de Wall Street, que je vous invite à aller consulter, peut-être enfin, disais-je, que le mépris bourgeois, rencontré en prépa agro, aura déclenché un début de pression sociale qui, cumulé avec tout un tas d'autres facteurs, ont amené son comportement à dévier vers le crime, qui plus tard aura pour issue le crime de sang. Aujourd'hui, Jean-Claude Roman est libre. En liberté conditionnelle depuis 2019, puis sous bracelet électronique pendant 2 ans. Il vivra dans une abbaye jusqu'en juin 2021. Le prétendu docteur Roman est donc libre, libre de ses mouvements. Mais il ne l'est pas, peut-être, il ne l'est pas de sa conscience, de tout ce qu'il a créé puis détruit. Cette fumée opaque qui ne vient d'aucun feu, si ce n'est celui du foyer de sa propre pseudo-existence. Vous l'aurez probablement compris, cet ouvrage est pour moi excellent, par son écriture, par le contexte dans lequel il a été écrit.
Il faut savoir qu'Emmanuel Carrère a écrit des lettres à Jean-Claude Roman. Il l'a rencontré une fois en prison. Il a rencontré ses avocats, a couvert son procès et est même allé sur les lieux du drame. L'histoire est encore plus folle que ce que j'ai pu vous raconter, avec de nombreux rebondissements et des passages glaçants de la brutale vérité qu'il présente. La lecture de cet ouvrage est donc une plongée dans le labyrinthe d'interrogations que soulève cette affaire lorsqu'on la découvre, et dans l'extrême où pourrait, dans des conditions très précises, je vous le concède, mener un mensonge qui prendrait un tournant bien particulier. Et je vous le dis, vous n'aurez pas toutes les réponses ni toutes les explications. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui une leçon sur le mensonge. Ça n'est pas le but, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus de puritanisme, de morale, ou de vous dire « Oh là là, mentir c'est pas bien, ne soyez pas méchants, ne le faites jamais ». Nous mentons tous, plus ou moins souvent, avec plus ou moins de force, avec plus ou moins de conviction et pour des raisons bien sûr différentes. Jean-Claude Roman, lui, savait qu'il mentait, et pourtant il n'a pas stoppé cette marche vers le chaos. Je vous cite un dernier passage. Il savait que son histoire à lui ne pouvait pas bien finir. Jamais il n'a confié ou essayé de confier son secret, ni à sa femme, ni à son meilleur ami, ni à un inconnu sur un banc, ni à une prostituée, ni à aucune des bonnes âmes qui font profession d'écouter et de comprendre. Prêtre, psychothérapeute, oreille anonyme de SOS Amitié. En 15 ans de double vie, il n'a fait aucune rencontre, parlé à personne, il ne s'est mêlé à aucune de ces sociétés parallèles, comme le monde du jeu, de la drogue ou de la nuit, où il aurait pu se sentir moins seul. Jamais non plus il n'a cherché à donner le change à l'extérieur. Quand il faisait son entrée sur la scène domestique de sa vie, chacun pensait qu'il venait d'une autre scène, où il tenait un autre rôle, celui de l'important qui court le monde, fréquente les ministres, dîne sous des lambris officiels, et qu'il le reprendrait en sortant. Mais il n'y avait pas d'autre scène, pas d'autre public devant qui jouer l'autre rôle. Dehors, il se retrouvait nu. Il retournait à l'absence, au vide, au blanc, qui n'était pas un accident de parcours, mais l'unique expérience de sa vie. Il n'en a jamais connu d'autre, je crois, même avant la bifurcation. Et vous, chers auditeurs, quel est le sombre secret que vous n'avouez pas et qui vous pousse à mentir ? Le mensonge nous passionne, nous fascine, nous abrutit aussi parfois. Il n'y a qu'à voir les ragots et autres rumeurs auxquelles chacun prête l'oreille. Mais le mensonge fait-il de nous des meurtriers ? Il y aurait tant à dire sur le mensonge que l'on s'y perd. Et pourtant, Jean-Claude Roman, lui, a réussi à ne pas s'y perdre. Du moins, pendant 18 ans, avant l'issue que l'on connaît. J'arrive à la fin de mon épisode, alors je vous le redemande. Est-ce que vous mentez ? Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes et à nous mettre les 5 étoiles. Un petit geste rapide pour vous qui ne vous coûte rien, mais qui nous soutient énormément. Autrement, je vous invite à consulter nos autres épisodes déjà disponibles et je vous dis à très vite sur Inspiration. Inspiration.